Cécilia Attias, nous sommes ravis de vous recevoir donc sur Radio Classique et sur Essai, Une envie de vérité, est publié aux éditions Flammarion. Ça raconte votre enfance, votre parcours personnel, parcours politique avec Nicolas Sarkozy, votre mariage avec Richard Attias, les activités que vous avez aujourd'hui et puis cette fameuse affaire libyenne. C'est un livre assez important, mais la grande question qu'on peut se poser avant que tout ça démarre ce matin, c'est est-ce que c'est un livre opportun au moment où Nicolas Sarkozy, justement, essaye probablement de revenir en politique ? Je pense qu'il n'y a pas de moment opportun. Je n'ai rien dit pendant des années. Nicolas a perdu, comme tout le monde le sait, les élections. Il y a un passage où je pouvais éditer un livre sans le gêner, sans gêner qui que ce soit. L'actualité politique est de toute façon très, très ample tout le temps. Et il n'y a pas de moment, je pense, opportun. En tout cas, ma démarche, elle est très, très loin de tout cela. Elle est au-dessus. Il pourrait le prendre mal. Le fait qu'on revienne sur le Fouquet, vous savez, vous connaissez la phrase d'Henkem, finalement, il a perdu en 2012 pour ce qui s'est passé en 2007. Donc revenir sur 2007, non mais c'est une phrase qui lui appartient, mais c'est une réflexion. Bien sûr, ça lui appartient totalement. C'est une réflexion que vous avez dans le livre. J'ai voulu vraiment régler le problème. Au début, je voulais même pas en parler. J'ai fait 2 lignes, 3 lignes dessus. C'est vrai que un grand nombre des médias reviennent sur ce passage. Le problème, il est réglé. Il n'y a plus besoin d'en parler. Il y a d'autres choses. Ce livre, si vous l'avez probablement lu... On va faire que ça. C'est la question. Et pas du tout polémique. Il est extrêmement en dehors de tout ça. Je raconte beaucoup de choses. Je reste longtemps sur l'affaire libyenne et sur Kadhafi. On va en parler. Voilà. Donc ça parle de beaucoup d'autres choses. Mais si je vous pose la question, c'est pas simplement pour essayer d'enfoncer quelque chose Bien dans sûr, le privé. Je comprends tout à fait. Mais la question qui s'est posée et qui a été par exemple rédigée par de nombreux biographes, par exemple Catherine Ney, etc., c'est de dire au fond, ce début de quinquennat a été totalement obéré par le drame sentimental qui vous opposait à Nicolas Sarkozy. Et c'est là que le livre est important parce que visiblement, vous minimisez dans cette affaire politique les relations tendues que vous aviez entre les deux. Alors c'est peut-être une réponse. C'est peut-être une réponse. C'est la question que je vous pose. Ben voilà, c'est peut-être à ce moment. Ça n'a jamais voulu être une réponse, ça n'a jamais voulu rentrer dans cette polémique et cette discussion, mais peut-être qu'avec ce livre, ça calmera et ça apaisera. En tout cas, si ce livre a ce pouvoir-là, ça serait formidable. Mais c'est ce que j'ai essayé, en tout cas, de faire en disant maintenant, on va s'occuper d'autre chose. C'était il y a 6 ans. Laissez tout le monde tranquille avec cette histoire. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas de sujet à polémique. Passons à autre chose. Mais justement, quand vous parlez, par exemple, de ce qui s'est passé avec François Mitterrand dans son accession au pouvoir en 80 à la Maison de l'Amérique latine, dites-vous avec le même type de grands industriels, de grands journalistes, de grands hommes de médias, etc. C'est drôle, personne n'en parle. Et vous dites, pourquoi nous a-t-on reproché le Fouquet ? Parce que c'est peut-être la rive droite, c'est la rive la plus, disons, bling-bling, et que c'est peut-être un Déjà, système... rien que le terme bling-bling, je vais vous dire, je parle également de l'état d'esprit. Dans ce pays, dans tous les pays du monde, on a besoin des chefs d'entreprise pour faire tourner une économie. Je veux dire, même la sémantique est caricaturale aux États-Unis. Lorsque vous réussissez, on dit de vous êtes un self-made man, un homme qui s'est fait tout seul, pas un héritier. En France, si vous réussissez, vous êtes un parvenu. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant moyen d'essayer de rétablir les liens entre les décideurs économiques et les Français en disant, voilà, on a besoin d'eux, ils créent des emplois, on arrête de leur taper sur la tête, on essaye de les aider pour relancer l'économie de notre pays. Alors, le côté bling-bling, déjà, rien que le terme... Vous énerve. Mais non, c'est pas que ça m'énerve, c'est tellement... C'est déplacé, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas le cœur du problème. On a associé son nom et le cette problème, aventure il politique. est ailleurs. D'accord, mais cette aventure politique, c'est une vraie aventure au sens noble du terme. Or, vous savez très bien que c'est un des problèmes qui a été posé par les Français, clairement, c'est Nicolas Sarkozy, les grands industriels, la richesse. C'est là-dessus qu'a axé pratiquement sa campagne François Hollande. Donc c'est intéressant de lire le livre pour savoir justement quelle est la réflexion qui est derrière tout ça. La réflexion, c'est qu'il y a autre chose. Je pense qu'on s'est trop focalisé là-dessus. Il y a autre chose. Et dans le programme de Nicolas Sarkozy à l'époque, il y avait autre chose aussi. Donc, ils se sont engouffrés là-dedans comme dans une brèche. Je pense que ça n'en valait vraiment pas la peine. Il vaut mieux peut-être regarder autre chose et dans le programme et dans les actions. Vous parlez justement de la transparence, de l'opacité, parce que vous racontez très bien que c'est extrêmement compliqué quand on a suivi un homme politique dans une mairie, puis après à la députation, puis après à Bercy, ministre du budget, puis après à l'intérieur. On ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut donner des photos, pas donner des photos, parler à la presse, pas parler à la presse Le fameux problème de la transparence. Oui, alors justement, là aussi, est-ce que vous avez l'impression que peut-être ça a été assez mal géré, tout ça, au début ? Je pense que je me suis peut-être, moi, trompée ou trop exposée. Je me rappelle la première fois, on m'a demandé de faire un reportage. C'était le 4e de couverture de Libération. On venait d'arriver place Beauvau. Et je pense que il y a un vrai problème avec la transparence. Je pense qu'il faut garder de la distance. Effectivement, il n'y a rien à cacher. Mais c'est pas parce qu'on montre tout
qu'on n'a rien à cacher. Il faut donner un petit peu, il faut montrer qui on est, montrer comment ça se passe, mais il faut garder du respect pour la classe politique, du respect pour les hommes politiques, arrêter de critiquer en permanence sur des petits détails qui occultent les choses de fond et les problèmes de fond et les actions de fond. Donc la transparence est un vrai problème. On est dans le monde de l'instantané, de l'immédiat. Je veux dire, un téléphone portable et je peux être un paparazzi. Donc il y a maintenant... Donc il faut un statut de la première dame de France. Alors, bon, ça c'est autre chose. Après, on va sur le statut. Il faut bien qu'institutionnellement quelque chose soit réglé. Absolument. Je pense qu'il faut un statut. Il faut encadrer la fonction. Encore une fois, je trouve que le choix est le plus important. Chacune met ce qu'elle a envie de mettre dans cette fonction. En tout cas, si elle veut se rendre utile, il faut un cadre. Il faut un cadre pour qu'elle soit aidée dans ses démarches. Un cadre, c'est-à-dire un cabinet. Pourquoi critiquer un cabinet? Et qu'elle soit à même de pouvoir aider les autres. Elle a un vrai rôle, un vrai pouvoir. Et si son mari est pris par, ou sa femme, ça peut être l'époux d'une femme élue, qu'elle puisse faire... Parce qu'au début, on voit bien qu'il y a un désarroi, qu'il s'agisse de Valérie Trierweiler ou auparavant Carla Bruni. On sent qu'il y a une sorte de période d'adaptation qui est liée justement à cette absence de statut. Bien sûr. Donc je pense, il faudrait un statut, les aider, les encadrer et faire en sorte qu'elles puissent faire, au sens noble du terme. Le matin, on peut faire marcher la machine à faire fonctionner les souvenirs. Vous appartenez à une famille où la musique joue un rôle important. Vous êtes né dans le 8e arrondissement. Vous avez passé beaucoup de temps à la campagne, dans une jolie village qui s'appelle Montchauvet. Et puis le 16 mai 2007, au moment où il accède au pouvoir, Nicolas Sarkozy vous fait une sorte de cadeau, alors que ça ne va pas très bien entre vous. Il fait jouer cette musique. Voilà, Albéniz qui fait Asturias d'Albéniz qui fait partie de votre famille. Est-ce que vous avez le sentiment justement que vous avez réussi, comment peut-on dire, à lui donner le goût de la culture, de la musique, de tout ce qui vous importe aujourd'hui? Je trouve que ça serait présomptueux de ma part de dire j'ai réussi à lui donner. Non, on a fait un chemin ensemble. Et voilà, mais je ne sais pas moi qu'il est... Moi, je vis entourée de musique, de peinture, de littérature. Et c'est vrai que c'est mon quotidien, c'est un besoin chez moi, c'est une nécessité, je ne peux pas vivre sans ça. Donc c'est vrai que la maison était baignée de musique en permanence, les livres partout. On essayait d'avancer un petit peu dans les arts comme ça. Et puis voilà, donc c'est pas à moi, non, ce serait très présomptueux de dire... Mais est-ce que vous souhaitez qu'il revienne? Je veux dire politiquement. Ah, ça, c'est très personnel comme question. C'est oui. à lui de décider. Bien sûr. Et c'est pas à moi de prendre la décision. Le souhait n'est pas forcément... C'est trop personnel. Et puis, je me suis éloignée de tout ça. Je veux surtout pas rentrer dans le débat politique. Absolument pas. À un moment, justement, quand vous parlez du Fouquet, et après on va parler de la Libye, vous dites, bon, c'est son cabinet qui a organisé tout ça. On voit bien qu'il y a des gens que les journalistes politiques, moi et les autres connaissent, Pierre Charon et d'autres, avec qui vous ont probablement opposé à un moment, ou avec qui vous vous êtes, comment peut-on dire, opposé sur la gestion de ce début de quinquennat. Oublions-les, mais il y a un grand air de la trahison qui joue toujours, et que vous racontez quand même dans le livre, dans le domaine de la politique. Les proches qui s'éloignent au moment où vous partez. Ce matin, par exemple, on lit dans Le Parisien que Michel Drucker a voté Hollande alors qu'il faisait du vélo avec votre ex-époux à longueur de journée. Donc, est-ce que c'est aussi une des damnations de la politique d'être sur le chemin de la trahison tout le temps? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, la chose politique, si vous remontez dans le temps, vous qui connaissez bien l'histoire, je veux dire, il y a toujours des phénomènes de trahison. Le pouvoir excite beaucoup de sentiments. Je pense qu'il faut être spectateur et certainement essayer de rester droit et d'aller de l'avant et d'essayer de protéger. Je pense que le rôle d'un conjoint est aussi de protéger. Mais vous l'avez beaucoup fait. On a un regard extérieur. À partir du moment où on n'est pas en permanence enfermé dans cette bulle, on a un regard extérieur. Le fait de continuer à avoir une vie vous permet d'arriver avec un air frais. Vous avez joué ce rôle-là. J'ai essayé, en tout cas. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est trahi par Fillon, par exemple? C'est une juste concurrence, c'est une trahison? C'est pas à moi de juger. Moi, je regarde en spectateur. C'est pas à moi de juger. Je veux pas me mêler du tout du débat politique. J'ai mon opinion et je me le garde. Je pense que cette opinion, c'est... Enfin bref, je repose la question. Non, c'est pas la peine, vous n'aurez pas de réponse. Dans cette affaire Kadhafi, qui est une affaire passionnante à deux points de vue, à mon avis, dans le livre. D'abord parce que c'est quelque chose de très important pour vous, la sortie de ces infirmières bulgares et de ce médecin. Et ces deux voyages. Et j'ai deux questions à vous poser précises. D'abord, le déclic sous la tente quand vous êtes tous les deux. Qu'est-ce qui l'a fait basculer, cette espèce de fou, car vous le racontez, qui est dans un état... particulier, avec des implants un peu partout sur la tête. Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé au dernier moment? Je pense que d'une part, il a été très étonné de ma démarche,
qui n'était pas du tout prévu, parce que ce voyage n'était pas du tout prévu, ni diplomatiquement, ni... Donc il m'a vu arriver, il était un petit peu étonné, il s'est demandé ce que je venais faire. Donc il m'a fait attendre, pas très longtemps, parce qu'en général, il avait l'habitude de faire attendre 24 heures, 48 heures. La première fois, 4 heures, vous racontez. 4 heures, mais il avait l'habitude de faire attendre les gens 24 heures, 48 heures, 3 jours, une semaine avant de les recevoir. Donc il m'a reçu sous sa tente, et il était un peu étonné du ton de voix. Et la deuxième fois, le déclic, le fait qu'il libère ces femmes qu'il tenait, affaire dont vous racontez très bien que c'est une affaire qui est opaque depuis le début. Mais pourquoi tout d'un coup il bascule ? Parce que je pense que je lui ai apporté la possibilité de se réhabiliter sur le plan international. Souvenez-vous de lui avec cette énorme carte africaine au revers de sa veste. Il rêvait, d'ailleurs, il m'a dit, d'être le portail pour l'Afrique et celui qui dirigerait l'Afrique et le portail, la porte ouverte sur l'Afrique. Donc je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est peut-être pour vous le moyen de vous réhabiliter un petit peu sur le plan international avec cette détestable image qui est la vôtre. Je pense que c'est l'ego. Je pense qu'il s'est dit... Elle a peut-être raison. Mais quelle tension entre ces deux voyages. En plus, je dois vous dire une chose, pour terminer, c'est que les infirmières étaient au bord. D'une part, elles étaient condamnées à mort depuis peu, comme vous le savez, donc dans le couloir de la mort. Et d'autre part, il y en a une qui était atteinte d'un cancer, qui était pratiquement en train de mourir. L'autre avait tenté de se suicider beaucoup de fois. C'est-à-dire qu'on était arrivé au bout d'une histoire. C'est-à-dire que soit elles allaient mourir, soit ils les lâchaient et ils s'en sortaient. Je suis arrivé, je pense, aussi à un moment opportun. Vous racontez aussi beaucoup, puisque quand on mène une carrière parapolitique à cause de cette proximité avec un homme politique, les hommes... Claude Guéant, lors de ce voyage, Boris Boyon, etc., etc. Mais il y a une petite phrase qui est aussi assez sibylline, parce que c'est un livre, de ce point de vue-là, subtil, sur ces gens que vous avez vus comme des fonctionnaires irréprochables, et puis tout d'un coup, les années passent, et on se rend compte que Boris Boyon, qui vous a beaucoup aidé, passe des frontières avec des valises en liquide, et que Claude Guéant vend des tableaux de maître un peu particuliers. Donc, est-ce que vous vous êtes bien rendu compte, pardonnez-moi, mais de ce que vous avez vécu avec ces gens-là ? Ou est-ce que vous ne l'avez jamais su ? Moi, je parle d'un instant T, j'ai connu ces gens-là, et pour moi, au moment où je les ai connus, le moment où j'ai travaillé avec eux, c'était des gens tout à fait respectables. Il y a une scène avec Claude Guéant très drôle, avec un cheveu qui monte. C'était tellement drôle, et tout à fait respectable, et c'est des gens que je respectais énormément. Donc, ce qui s'est passé après, je n'étais plus là, et les juges... Mais vous vous posez la question ? Bien sûr. Et il y a une autre phrase qui me paraît très importante dans le livre par rapport à la situation que connaît la droite aujourd'hui, et on en terminera là-dessus, c'est un livre intéressant à lire, c'est quand vous dites quand même assez fermement « Je n'ai jamais été du côté de l'identité nationale ». Parce que ça, c'est quand même le cœur du problème de la droite aujourd'hui avec le Front National au Basque. Je sais, c'est un vrai problème. Ceci dit, je vais vous dire une chose, si on rendait... La droite s'est appropriée l'identité nationale. La droite s'est appropriée un certain nombre de valeurs républicaines qui devraient... l'extrême droite, qui devrait faire partie du patrimoine national. Je veux dire, on peut se promener avec un drapeau français sans être à la boutonnière, sans être d'extrême droite. On doit pouvoir revendiquer qu'on ne siffle pas la Marseillaise dans un stade sans être d'extrême droite. Et un certain nombre de choses, comme celle-ci, qu'on devrait pouvoir récupérer et qui ne sont pas des valeurs d'extrême droite. Et c'est une dérive, ça, de la droite, de flirter avec l'extrême droite, parce que vous racontez l'histoire de votre famille, votre père russe, juif, les origines de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, on est dans une famille... Et de mon mari actuel, voilà, je suis mariée avec un juif marocain. Nous fêtons toutes sortes de fêtes à la maison. Et le maître mot chez nous, c'est la tolérance. On accepte la différence. Mais alors pourquoi la droite flirte avec le Front National ? C'est pas une très très bonne idée à mon avis. Je pense que la droite doit prendre ses marques et se démarquer de l'extrême droite complètement. Et il y a une place à prendre qui est une place de la droite dans ce pays qui n'a rien à voir avec celle de l'extrême droite, qui reste l'extrême droite. Le livre s'appelle Une envie de vérité. C'est publié aux éditions Flammarion. Vous trouverez beaucoup de réflexions sur la musique, des détails comme par exemple Lang Lang, puisque nous sommes sur Radio Classique qui est venu jouer chez vous. Une jolie visite à Barack Obama avec votre fils pour son anniversaire. Bref... beaucoup de choses qui donnent envie de lire ce livre. Bonne journée. Merci à vous. J'étais ravi de vous recevoir. Et dans un instant, donc, on va consulter le rappel des titres et poursuivre donc cette matinale sur LCI et sur Radio Classique.